Bonjour, je vous retrouve donc ce matin euh, pour échanger avec vous donc sur l'enfance du haut potentiel et tout particulièrement sur mon enfance puisque ça permet de faire un témoignage parmi d'autres mais sur lequel vous aurez peut-être la possibilité de vous reconnaître ou de reconnaître quelqu'un autour de vous. Bonjour Sylvie et bonjour Marie. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je l'avais déjà fait en réalité, sauf que cette vidéo n'a jamais été publiée. Je ne sais pas, elle a disparu dans le néant de Facebook. Je n'ai pas compris, bon, peu importe. Donc je la refais aujourd'hui. Donc l'enfance du haut potentiel. Encore une fois, là, donc, je vais parler de mon enfance, en sachant que moi, je ne savais pas que j'étais haut potentiel. Je l'ai su très tard, hein, puisque je l'ai su à 38 ans. Donc, comment ça se passe, l'enfance d'un haut potentiel qui ignore ces caractéristiques-là? Déjà, l'enfance, en général, ça se passe plutôt, sauf problématiques graves, dans l'insouciance. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est que dans la toute petite enfance, j'ai des souvenirs, encore aujourd'hui, assez marqués, assez clairs, de moments vécus bien avant 5 ans. J'ai des flashs, comme une photographie, hein, vraiment, de choses que j'ai pu vivre. Je pense que j'avais 2 ans, à peu près 2 ans. Hein. Je ne pense pas avant, mais je pense à peu près 2 ans. Et ça, je le dis parce que ça a l'air de revenir assez régulièrement, en fait, euh, chez les hauts potentiels comme ça que je peux rencontrer, qui s'interrogent en se disant est-ce que je ne suis pas finalement tombée sur une photo un jour et puis tout ça c'est mélangé et aujourd'hui je pense que c'est un souvenir. Non, non, c'est vraiment, il y a énormément de hauts potentiels qui ont ce type de souvenirs très anciens en fait. J'en avais parlé dans une vidéo hein, d'ailleurs. Donc ça se présente très souvent effectivement sous forme de flash, telle d'une photographie, ou de sensations vraiment jusque dans les ressentis. Euh, c'est comme un petit film en fait qui est resté inscrit à l'intérieur de la mémoire. Donc ça, il y a ça qui fait partie de mon enfance. Donc j'ai ce type de souvenirs-là. Euh, je me souviens que je m'intéressais beaucoup en fait à la nature. Donc les animaux, les sauterelles en particulier et les fourmis. Euh, je passais beaucoup, beaucoup de temps en fait dans le jardin à observer en fait les petits animaux comme ça. Et je pouvais passer, mais vraiment à bugger comme ça sur, sur une fourmilière et à trouver ça, mais juste totalement passionnant en fait, hein, vraiment. Et j'apprenais des choses, quoi. Je les trouvais fantastiquement intelligentes. Et je me souviens vraiment beaucoup de ça. Je me souviens que j'attrapais les sauterelles aussi, puis je les libérais hein, quand même. J'ai des souvenirs beaucoup dans la nature en fait. Euh, Là où je vivais, euh, on cultivait des fleurs, donc le jardinage, enfin toutes ces choses-là, ça m'interpellait. Je trouvais ça vraiment bien. J'étais intéressée par les noms des fleurs, des choses comme ça, voilà. À l'école primaire, l'école maternelle d'abord. L'école maternelle, là, c'est pas mon souvenir à moi, mais c'est ce qu'on m'en a dit. Il semblerait que j'y sois pas beaucoup allée, en fait, à l'école maternelle. Donc je sais pas du tout, parce que j'ai pas le retour. Je sais pas si c'est parce que je m'y ennuyais. Je sais pas si c'est parce que j'avais juste pas envie d'y aller. Comme j'avais une nounou, ben voilà, bon. J'ai pas la réponse à ce truc-là. Et de la maternelle, j'ai des souvenirs. Mais c'est des souvenirs qui n'ont rien à voir avec des apprentissages, en fait, tels qu'on peut l'entendre. Je me souviens que dans la cour de récréation, je ne sais pas quel est cet arbre, j'ai jamais réussi à l'identifier encore 45, presque 50 ans plus tard. Euh, il y avait des espèces de petites graines marron sous une coque. Et moi, je mangeais ces trucs-là. Alors, peut-être que j'ai failli m'empoisonner. J'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, je passais beaucoup de temps à ramasser ces trucs-là et à les manger. Donc, j'espère que c'était comestible. Euh, et puis, je me souviens de cette cour de récréation, du tourniquet,
des grands arbres. Je me racontais beaucoup d'histoires dans ma tête, donc je n'ai pas le souvenir de grosses interactions en fait avec les autres. Je peux pas, voilà, je peux pas dire tiens telle ou telle copine, tel ou tel copain, même si j'ai le sentiment que ça se passait plutôt bien, mais on ne peut pas parler d'intégration clairement. Oui, j'ai plus des souvenirs de jeux toute seule dans ma tête en fait. Euh, je me souviens aussi de l'immense salle dans laquelle on entrait à la maternelle. Et oui, enfin, immense. En étant enfant, le souvenir me fait cette représentation d'une pièce absolument gigantesque, avec des trottinettes, des vélos, des choses comme ça. Hello Richard, hello Fanfan. Et donc j'ai ce souvenir-là et je trouvais ça fantastique parce qu'en fait, le temps qu'on passait avant que la cloche ne sonne pour entrer en classe, on avait donc le droit d'utiliser les trottinettes, les vélos, etc. et d'évoluer dans cette immense salle. Et j'ai ce souvenir-là, voilà, donc ça c'est à l'école maternelle. J'ai eu l'occasion de vérifier que cette salle n'était pas si grande que ça parce que la vie a fait que j'ai inscrit un de mes enfants à une époque de ma vie dans cette même école. J'ai trouvé la salle toute petite. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, voilà, c'est un souvenir que j'ai. Mais voilà, de l'école maternelle, j'ai pas de souvenir d'apprentissage. J'ai pas de souvenir particulier d'interaction avec les autres. Mais j'ai pas de souvenir malheureux non plus, en fait. Voilà, je manque un peu de souvenirs sur cette partie-là, en tout cas à l'école. J'ai des souvenirs quand je m'amuse, quand je suis dans ma maison et que j'apprends à repasser avec un mini-fer à repasser. J'ai des souvenirs de cet ordre-là. Donc j'ai des souvenirs avec les sauterelles et les fourmis, j'ai des souvenirs comme ça, bon. Mais j'ai pas de souvenirs particuliers effectivement sur la maternelle. Après, en revanche, ce dont je me souviens, c'est que mon entrée au cours préparatoire, euh, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'école pour le coup, parce que là j'en ai un vrai souvenir, une vraie mémoire. Donc je me souviens des institutrices, je me souviens que je trouvais ça plutôt intéressant en fait l'école. Euh, je ne sais pas comment dire ça. Je peux pas dire que j'allais à l'école en courant, ce serait pas vrai, mais c'était facile en fait. Voilà, c'était facile. Ça se passait, les apprentissages se faisaient. J'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup appris ou travaillé, et pourtant j'ai le souvenir que ça se passait super bien, vraiment. J'avais pas de difficultés particulières. Euh, la seule chose dont je me souviens, mais parce que ça, je me souviens qu'on me l'ait dit enfant, je ne me souviens pas qu'on me l'ait dit à moi directement, euh, on m'a dit que j'étais douée à l'école, mais que j'étais immature. Et si j'en parle, c'est aussi parce que c'est très important de faire attention à ça, c'est que très souvent les enfants au potentiel ne sont pas immatures. En réalité, c'est simplement que par rapport aux caractéristiques qu'ils ont en termes d'émotivité notamment, ça peut être pris pour de l'immaturité. Et c'est pas ça. Donc il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que, parce que ce sont des enfants qui sont pleins de paradoxes, hein, évidemment, ils vont être plutôt bons à l'école, en général, en tout cas à l'école primaire, le plus souvent ils sont plutôt bons. Mais effectivement, on peut les taxer d'immatures, alors que c'est pas ça du tout. C'est vraiment du domaine émotionnel. Et donc, d'où l'importance de connaître le haut potentiel, d'où l'importance de connaître ses caractéristiques. Parce que sinon, il y a des confusions qui peuvent lui coller des étiquettes qu'il n'a pas à avoir, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je vous parle de ça. Bon, moi, à l'époque, quand on m'a dit que j'étais immature, de toute façon, j'étais une petite fille, hein, je n'ai pas la sensation d'avoir souffert qu'on ait pu me dire ça. En tout cas, je m'en souviens. Euh, je me souviens aussi d'une chose, et ça j'en parle parce que c'est pareil, ça renvoie à des caractéristiques, hein. Le but, c'est pas que je vous raconte ma vie, on est d'accord. Je me souviens que j'allais à la cantine à l'école primaire, et un jour j'ai oublié ma serviette de table, puisqu'il fallait avoir sa serviette à la cantine. Et une maîtresse, qui n'était pas la mienne, mais qui était probablement une maîtresse qui surveillait la cantine, m'a donné comme punition de copier 500 fois. Je ne dois pas oublier ma serviette de table.
Et pour moi, ça a été la démonstration que les adultes pouvaient être d'une injustice absolue. Parce que j'ai des remontrances, parce que j'avais oublié quelque chose que j'aurais dû avoir. Jusque-là, je suis plutôt OK. Mais copier 500 fois, je ne dois pas oublier ma serviette de table. Je trouve ça déjà super con. Enfin bon, ça c'est un point de vue d'adulte. Euh, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas où ça peut conduire. On m'aurait fait faire des exercices qui auraient pu me faire progresser dans quelque chose. On m'aurait, je sais pas, dit, bah tiens, c'est toi qui vas distribuer le pain à la cantine la prochaine fois. Enfin, je sais pas, n'importe quoi d'intelligent en fait. Mais j'avais trouvé ça tellement stupide euh, que encore aujourd'hui, je trouve ça, c'est le type de punition inutile pour moi. Voilà. Je pense que quand un enfant doit avoir une sanction, puisqu'il y a des sanctions parfois, autant que ça soit utile, que ce soit un exercice qui va le faire progresser dans quelque chose, parce que sinon je vois pas l'intérêt, quoi. Mais bon, voilà, c'était la parenthèse pour parler aussi du sens de la justice qui se réveille à un moment donné en se disant mais c'est n'importe quoi, du désir aussi de donner du sens aux choses et de la cohérence qui se manifeste donc très tôt. Donc voilà, tout ça. Pour l'école primaire, en termes d'interaction avec les autres, moi j'ai le souvenir d'avoir eu certaines interactions plutôt favorables, plutôt bonnes. En même temps, j'étais une petite fille assez discrète, donc ça passait plutôt pas trop mal. Euh, J'étais pas en avant. Voilà, je me mettais pas en avant. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et du coup, bah, ça passait pas trop mal, quoi. Voilà, ça passait pas trop mal. Ça passait bien avec les instituteurs. Bon, voilà. Donc l'école primaire, plutôt facile, j'ai envie de dire. Et si j'insiste sur le fait que c'était plutôt facile, c'est qu'effectivement, l'entrée en collège, ça a été une autre aventure, quoi. Euh, Bah, déjà en sixième, moi, je me suis complètement plantée, en fait. On m'a fait redoubler ma sixième pour cause d'immaturité. Et là, par contre, je l'ai toujours pas digéré, hein. Parce que comment peut-on décider de l'avenir d'un enfant euh, sur le fait qu'il est toujours un enfant, quoi. Ben oui, à 10 ans, on est un enfant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez violent, en fait. Enfin, moi, en tout cas, à ce moment-là, je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de très violent. Je l'ai vécu comme un très gros échec sur le moment. Je ne vois pas vos messages, hein, je vous le dis, parce que si toutefois vous êtes en train de réagir, malheureusement, c'est comme la dernière fois, je ne les vois pas et je ne sais pas pourquoi. Si, si vous pouvez me mettre un message, là tout de suite, pour me dire coucou, quelque chose, enfin n'importe quoi, pour que je vois si je vois les messages en fait. Non, mais il se passe rien, hein. J'ai vu vos coucous du début et puis je vois plus rien. C'est très, très curieux. Bon, bah, je suis navrée parce que du coup, l'interaction qui est si intéressante ne peut pas se faire. Mais bon, oui, donc je vous disais au collège, en fait, c'est vrai que j'ai vécu très difficilement ce- cette décision, ce jugement de non-passage par manque de maturité. Euh, et puis effectivement, bah, avec le recul, donc je pense que ça a été en plus un jugement erroné. Mais bon, on ne refera pas l'histoire, hein. Après tout, voilà, je suis ce que je suis. Ah, test de message, merci Richard. Bah si, je vois le message, alors ok. Ok, merci. Euh, Aujourd'hui, je vis la chose autrement parce que je me dis que la personne que je suis aujourd'hui, elle n'existe que parce que il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. Donc c'est pas grave en réalité, c'est même très bien. Mais sur le moment, ça a été violent. Le syndrome de Peter Pan peut-il être une caractéristique du HP? Bah alors le syndrome de Peter Pan. Donc ces adultes qui ne veulent pas grandir en fait, hein, qui veulent rester dans l'insouciance, l'enfance, etc. Euh, c'est pas forcément des hauts potentiels, mais il peut effectivement y avoir des hauts potentiels qui ont ce syndrome de Peter Pan. Et j'ai même envie de te dire, Sylvie,
je pense que la plupart l'ont, parce qu'ils ont, c'est un autre nom qu'on lui donne, mais ça revient un petit peu au même, c'est que ils ont le syndrome du paradis perdu. C'est-à-dire comme si on les avait arrachés à un endroit et ils cherchent absolument à y retourner parce que bah, forcément ici ça leur plaît pas, donc ils se disent qu'on les a arrachés à un autre endroit, il faut absolument qu'on les autorise à y retourner ou que eux, par eux-mêmes, arrivent à trouver comment accéder à nouveau à ce paradis perdu. C'est pas exactement la même chose, mais la démarche est la même, quoi. C'est de retourner à quelque chose de joli, d'insouciant, et l'enfance en fait partie évidemment, mais je ne peux pas affirmer que toutes les personnes qui ont le syndrome de Peter Pan soient des hauts potentiels. Non, 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 ça je ne peux absolument pas l'affirmer. Mais oui, il y en a forcément qui ont ce syndrome-là. Hello Lionel. Donc bah oui, moi j'en étais au collège et je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que après ça concerne plutôt l'adolescence. Ce que je peux vous dire encore par rapport au collège, euh, c'est que je me suis plantée, je me suis beaucoup plantée au collège parce que comme beaucoup d'enfants au potentiel, à l'école primaire, j'avais pas beaucoup travaillé en réalité, hein. Ça s'était intégré tout seul, c'était assez facile. Je lisais un truc, ça s'était intégré. Bon. Et au collège, il faut travailler. Je le redis, hein, c'est des redites, hein, tout ça, mais parce que voilà, ça fait partie de- des caractéristiques du haut potentiel. Là, il fallait fournir des efforts. J'avais absolument pas l'habitude de fournir des efforts. Donc, comme tous les enfants à haut potentiel, ça a été extrêmement compliqué. Alors, j'ai fourni quelques efforts parce que au collège, j'ai eu la chance d'avoir des camarades qui étaient plutôt travailleurs et sérieux. Donc, dans le flow, ça m'arrivait de passer du temps à réviser, à apprendre, etc. Mais c'était pas naturel, quoi. Voilà, c'est très compliqué de fournir des efforts. L'enfance, à quelques exceptions, est teintée de joie et d'activité physique, et c'est bien ça que l'on perd en étant adulte. On devient sérieux. Oui, et en même temps, tu sais, il y a toujours une ambivalence. Enfin, il y a toujours, on est toujours un peu sur une balance, parce que même l'enfant à haut potentiel, qui va avoir eu une enfance, par exemple, assez simple tant qu'il est à l'école primaire, parce que c'est facile, parce que même s'il n'a pas beaucoup d'interaction avec les autres, comme il a son monde imaginaire et son monde intérieur, il arrive à s'en sortir plutôt pas trop mal. Euh, il peut quand même avoir aussi des souffrances, justement, parce qu'il commence bien évidemment très tôt à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche quand même, il y a des différences de réflexion, il y a des différences de centre d'intérêt. Bon, tout ça, je le développerai dans une vidéo où je parlerai vraiment de l'enfant HP. Là, j'étais partie un petit peu sur moi, bon, parce que c'est une façon aussi le témoignage, c'est aussi une façon de donner de l'information. Donc voilà. Oui, ça déconne au collège, Lionel. Bien sûr que ça déconne au collège. C'est rarissime que le HP déconne pas au collège, hein, parce qu'encore une fois, voilà, il doit travailler. Et il l'a jamais fait avant. Et donc, comme il ne sait pas faire, en fait, parce que une fois qu'il sait faire, après, il est tout à fait en capacité à travailler, hein. Si en quatrième, troisième, alors que on s'est bien accroché à ses côtés, on l'a soutenu, on lui a montré comment s'organiser, comment commencer ses travaux, avoir des cahiers de couleurs différentes, des choses comme ça. Bon, si après il continue à vous dire qu'il ne sait pas faire, c'est qu'il ne veut pas surtout. Donc, c'est ça, quoi. Non, non, il a tout à fait la capacité, de toute façon, à apprendre, à s'organiser, à travailler, mais il va falloir qu'il y ait une amorce. Et on est là pour amorcer ça, parce qu'en fait, la problématique du HP, et surtout si c'est un HPE, en termes de structure et d'organisation, c'est là où il va pêcher le plus. Donc il ne va pas savoir par quoi commencer. Et il va s'éparpiller, et pof, il va y avoir une mouche qui vole, et ça va l'emporter dans à nouveau un de ses mondes imaginaires, et c'est galère, quoi, c'est compliqué. On ne comprend plus rien. La petite enfance est plutôt cool, et en sixième, c'est le drame. Oui, dans la majeure partie des cas, c'est ça. Et je précise la majeure partie des cas parce qu'il y a toujours des exceptions, bien évidemment, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir à vivre autre chose. Il y a des enfants qui sont au potentiel, mais qui ont à vivre des situations familiales parfois un peu compliquées, un peu rudes en termes d'émotions.
Et ça va beaucoup, beaucoup influer sur leur comportement, sur leurs résultats aussi, HP ou pas. Je veux dire, donc, pour la majorité des enfants au potentiel, oui, ça va. La petite enfance est plutôt sympa, mais il faut vraiment, vraiment ne pas oublier que voilà, pour certains, il y a quand même tout ce qui se passe à la maison et ça peut peser lourd. Au collège, on ne donne pas de sens à ce que l'on fait, et du coup, comme le HP a besoin de sens, ça ne marche pas. Bah, de toute façon, le collège, que les enfants soient au potentiel ou pas, c'est la période la plus pourrie qui soit. Parce que les enfants, qu'ils soient au potentiel ou pas, ils sont vraiment, pardon pour l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises. Entre l'enfance et le début de l'adolescence. Ils sont en train de se raccrocher un petit peu à l'enfance, mais de vouloir quand même la lâcher pour entrer dans un monde de plus grand. Donc à l'intérieur, tout est très perturbé. Bon, il y a des perturbations en plus physiques qui s'opèrent. Donc il y a beaucoup de choses à gérer en fait à cette période-là du collège. Et on n'en tient souvent pas assez compte parce que bah, le corps qui change, la voix qui mue pour les garçons. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ont une grosse influence en fait sur l'enfant. Alors évidemment, sur l'enfant à haut potentiel, ça peut avoir une influence majeure parce que émotionnellement parlant, ça va peser lourd. Euh, mais le collège, de toute façon, c'est pas une période facile pour aucun enfant, au potentiel ou pas. C'est là aussi où on trouve des gamins qui ont leur période un peu nunuche, où ils vont avoir des réflexions sur les autres et ça peut être méchant, ça peut être. Voilà, c'est pas la période sympa. C'est pas là où ils ont les meilleures interactions entre eux. C'est pas là où ils se sentent le mieux dans leur peau. Ils sont en train de changer de peau, plus ou moins. Donc tout ça est compliqué. Encore une fois, haut potentiel ou pas. Mais c'est vrai que pour le haut potentiel, bon, bah, il y a cette dimension de découvrir qu'il faut travailler. Il y a cette dimension d'avoir le sentiment d'être entouré de gens qui sont parfois complètement débiles, alors que c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais le décalage est tel que c'est réellement ce qu'il peut ressentir. Euh, il y a cette sensation que le corps change trop vite. Outre les problèmes d'organisation, l'autre difficulté à laquelle j'ai été confrontée en tant que... Oh là là, attends, ça va trop vite. En tant qu'HPI, et de me contenter de l'enseignement du collège, alors qu'il y avait tant de choses à découvrir. Et est-ce que je peux afficher plus? Ah, attends, j'arrive pas. L'adolescence m'a partiellement aidée. Ouais, ouais, mais non, mais le, c'est une des problématiques que rencontre l'enfant au potentiel, mais parfois à n'importe quel âge, même au lycée, enfin bon, de toute façon, à l'université. Bon, le fait de trouver que ce qu'on nous enseigne soit n'est pas suffisant, soit n'est pas fait convenablement. Euh, et c'est aussi ce qui fait que parfois il y a des problèmes entre professeurs et adolescents qui vont passer pour insolents parce qu'ils ont osé dire aux professeurs que bah, il y aurait peut-être une autre méthode pour aborder tel sujet, que ce serait bien de rendre ça plus ludique en faisant telle ou telle chose. Euh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué le haut potentiel et les études de toute façon en général. Euh, c'est comme un professeur qui va dire écoutez, voilà, je demande que le travail soit fait par exemple pour, je sais pas, on va dire n'importe quoi, le 25 septembre. Il donne ça donc un mois à l'avance. Et puis, on ne sait pas quelle mouche le pique. Il décide finalement d'avancer la date de ce travail, de cet examen, au 22 septembre, en se disant bah, ils ont eu un mois, donc normalement ils sont tous prêts. Et là, il se retrouve face à un HP qui va se dire mais attends, mais moi normalement je bosse à partir du 24 au soir, toute la nuit certes, donc c'est injuste ce qu'il est en train de me faire. Il nous avait dit jusqu'au 25, et moi j'aurais été performant le 25 parce que j'aurais effectivement réalisé mon travail la veille. Et ça va être très compliqué parce que soit il a le courage d'aller voir le professeur en lui disant mais c'est pas juste, vous aviez dit que c'était le 25 et moi j'aurais travaillé hier, etc.
avec un discours de sourd, hein, forcément, parce que le prof va lui dire: non mais vous foutez de moi, vous êtes en train de me dire que vous auriez commencé à travailler hier et que vous auriez été OK. Non mais ça suffit. Et le HP, pareil, alors là, injustice, machin, enfin il y a tout, émotion, tout qui tombe. Oui, oui, j'aurais été en capacité à vous rendre un travail convenable, effectivement, en bossant à la veille, quoi. Et donc très compliqué les interactions élèves-professeurs à ce moment-là. Donc on parle de l'élève HP en particulier. Il y a il y a un trop grand écart en fait avec la fonction, le mode de fonctionnement de l'école classique, hein, traditionnelle, et le mode de fonctionnement du haut potentiel en fait, hein, tout simplement, hein. Donc les gros décalages qui font que il va se trouver en face d'un professeur qui ne lui donne pas matière à le nourrir suffisamment, à l'intéresser suffisamment. Moi, ça c'est un truc que j'en ai pas parlé, mais c'est flagrant. Euh, c'est quand même pas normal. Soit on est un élève pas, pas doué, soit on est un élève doué, mais ça aussi c'est quelque chose de faux. Moi, je peux le démontrer, et la plupart des enfants HP peuvent le démontrer. Moi, jusqu'en troisième, après, en troisième, j'ai eu un coup d'éclat grâce à un professeur. C'est ce qui m'a aussi permis de comprendre. Euh, En mathématiques, j'avais des notes, mais catastrophiques. J'avais pas la moyenne. Et quand je dis j'avais pas la moyenne, je suis gentille, hein, j'avais pas du tout la moyenne, quoi. Euh, Arrivé en troisième, je tombe face à un professeur de mathématiques et je me retrouve avec 15-16 de moyenne. Je suis devenue intelligente entre l'année de quatrième et de troisième, où ça venait de ce professeur qui arrivait à me donner envie de m'y intéresser, qui arrivait à me permettre de comprendre. Voilà, je pouvais avoir 3 de moyenne dans une matière, pardon, et je pouvais avoir 18 dans une autre. Je suis désolée, ça signifie absolument pas qu'un élève est bon ou pas bon. Ça signifie bien qu'il y a un truc qui se passe avec un professeur, avec une méthode d'enseignement. Enfin, moi, on n'arrivera pas à me convaincre de toute façon qu'un enfant est mauvais partout, ou qu'un enfant peut être aussi mauvais dans une matière et aussi bon dans une autre. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours la faute des professeurs, hein. Mais je pense que la méthode d'enseignement, le côté ludique, l'intérêt qu'on arrive à susciter chez l'autre, et donc chez l'enfant ou l'adolescent, oui, ça pèse son poids dans la possibilité que ça puisse fonctionner ou pas, quoi. Et alors avec le haut potentiel, encore plus, quoi. Encore plus. C'est les montagnes russes, les résultats scolaires des hauts potentiels. Parce qu'ils fonctionnent en plus, ils fonctionnent au feeling avec le prof. S'ils adorent le prof, mais ça va être quelque chose, quoi. Ils vont avoir des résultats. En tout cas, ils feront tout pour avoir des résultats fantastiques parce que faut pas décevoir ce prof-là, quoi. Euh, Il y a une espèce de loyauté comme ça par rapport à ceux qui donnent du sens dans la vie, quoi, vraiment, hein. Et je sais pas si j'ai bougé les... Ah oui, voilà, il me semblait bien. Oui, bon, c'est... Les études et le haut potentiel, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué. Après, ça peut commencer à s'arranger quand il arrive à trouver vraiment un véritable intérêt pour quelque chose, encore que il papillonne assez de ce côté-là, c'est-à-dire que une fois qu'il aura fait le tour d'un sujet, il va avoir envie peut-être de s'en éloigner, de passer à autre chose. C'est pas toujours évident, hein, tout ça euh, mais je développerai tout ça dans une prochaine vidéo, parce que là, bon, là, je vous parlais un peu de moi, puis bon, on est reparti sur d'autres trucs, et en même temps, bon, c'est clairement ce qui se passe effectivement à l'école, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on propose à l'enfant n'est pas suffisant, n'est pas satisfaisant, effectivement. C'est pour ça qu'il y a eu tant d'écoles alternatives qui se sont mis à, à exister pour proposer autre chose, quoi. Et parfois ça convient et parfois ça convient pas, hein. Parce que ça aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus sur les écoles alternatives, parce que notamment les écoles Montessori, pour lesquelles moi j'ai beaucoup de... Enfin, je veux dire, je trouve ça plutôt très très bien, hein, le mode de fonctionnement.
Mais pour autant, je ne suis pas convaincue que ça convienne parfaitement aux enfants au potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la méthode Montessori, je pense, qui convient complètement. La partie avec le fait de pouvoir aller sur les jeux qui nous donnent envie, tout ça, ça peut être bien. Mais le fait qu'il y ait autant d'autonomie, je ne suis pas certaine. Parce que il faut faire attention, c'est qu'on pense que parce que l'enfant au potentiel est justement au potentiel, qu'il a moins besoin du soutien de l'adulte, du regard de l'adulte, de son accompagnement. C'est pas vrai du tout, hein. Il a effectivement ses intelligences différentes, mais il a tout autant besoin d'être soutenu, si ce n'est plus d'ailleurs, parce que justement, il entre dans un univers de normaux-pensants et il a déjà du mal avec les codes sociaux, il a déjà du mal avec les interactions avec ceux de son âge. Euh, il a besoin réellement que l'adulte soit présent à ses côtés, pose un regard bienveillant et l'accompagne vraiment dans ses apprentissages, même simplement parfois en tant qu'observateur, hein, pour voir comment il s'en sort et s'il a besoin d'aide, voilà. Donc j'ai un regard très mitigé du coup, voilà, sur les écoles alternatives, même s'il n'est absolument pas négatif, hein. Hello Rachida. Mais en fait, j'arrive à la fin de cette vidéo parce que je me rends compte que à vouloir vous parler de mon enfance, euh, ça ne permet pas d'aller assez loin finalement. Et du coup, ouais, tu l'as su comme moi. On l'a su tard, hein, toutes les deux, Rachida. Ben oui, mais c'est pas grave. Après, on fait le déroulé dans l'autre sens. Et puis, ça, ça, ça permet quand même de comprendre tellement de choses qu'après, on avance vite, hein. On avance vite. Il y a une espèce d'accélérateur comme ça qui se met en place dès l'instant où on a compris qui on était, hein. Donc, hello, Malo! Oh, je suis trop contente. Oh là 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 là. Il y a plein de personnes que j'ai envie de voir en vrai. Et je suis frustrée par cet écran. Voilà. Que les choses soient claires. Bon. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, je pense que c'est important, même si je le redirai dans une autre vidéo, par rapport aux enfants. Les enfants au potentiel, il faut faire très attention. C'est que sous le prétexte qu'ils ont ces intelligences particulières, on pense qu'ils doivent être bons partout. Et c'est absolument pas vrai. Par exemple, ils vont avoir effectivement, donc on le sait, hein, cette capacité à avoir des réflexions plutôt très adultes, se poser des questions sur des choses où les enfants de leur âge ne se posent pas de questions. En revanche, ils peuvent avoir des difficultés, par exemple, de motricité. Et du coup, un professeur va pouvoir dire, bah non, votre enfant, il n'est pas au potentiel parce que, par exemple, pour écrire les lettres, il est pas, c'est pas facile, quoi. Il est pas, en termes de motricité, c'est pas ça, quoi. Eh ben non. Eh ben non. Un enfant au potentiel a souvent, justement, des problèmes de motricité. Ça fait partie des failles, entre guillemets. Mais ça fait aussi partie des choses qui font que c'est très déstabilisant et que c'est très difficile d'identifier les hauts potentiels quand on ne maîtrise pas le sujet. C'est que il ne faut pas ignorer tout ça. Euh, Si on sait que l'enfant au potentiel peut avoir une capacité à compter jusqu'à 100 à 4 ans, mais que pour autant c'est difficile pour lui, par exemple, d'écrire des mots, euh, là on est en capacité à l'accompagner, là on est en capacité à savoir que oui, c'est quand même un haut potentiel. Mais si on ne sait pas ça, on va dire bah non, puis on va le laisser dans son coin. Et puis bah, si c'est par exemple une petite fille au potentiel, euh, je dis ça parce que c'est souvent les petites filles, elles ont tendance à cacher cette différence, à vouloir cacher cette intelligence, parce qu'elles veulent être intégrées, hein, tout simplement. Les petits garçons vont plus être dans l'hyperactivité, la rébellion. Pour cette raison, l'approche par la théorie des intelligences multiples de Ward Gardner est intéressante. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, parce que ça permet d'aller sur tous les fronts, sur tous les satellites du haut potentiel. Si on regarde que la planète unique, hein, on ne peut pas avancer, effectivement. Et ça rejoint, c'est bien que tu me dises ça, Richard, parce que ça rejoint ce que je pense par rapport au test de QI, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut faire passer le test de QI, et notamment aux enfants, si on ne veut pas qu'ils s'ennuient en classe. Bon, c'est bien de le faire, mais il n'y a vraiment pas que ça.
Il existe des tas d'autres méthodes complémentaires pour avancer, pour savoir donc si un enfant est au potentiel. Et effectivement, donc l'approche par la théorie des intelligences multiples. Donc voilà, c'est vraiment important quand vous avez une suspicion sur un enfant au potentiel, que Olivier Revol appelle les enfants sentinelles. J'adore cette expression, les enfants sentinelles, parce que c'est des enfants qui voient tout, qui comprennent tout, enfin, c'est, j'adore cette expression. Bref, quand vous avez une suspicion que votre enfant soit un enfant à haut potentiel, effectivement, il ne faut vraiment pas hésiter à aller rencontrer des vrais professionnels, parce que la maîtresse, l'instituteur, le professeur, tout bienveillant qu'il soit, n'a pas en général les compétences pour poser un véritable diagnostic. Et s'il s'arrête encore une fois sur ce que je vous ai dit, hein, les problématiques, donc notamment la motricité, parce que c'est souvent là-dessus que ça peut pêcher, euh, il va vous contredire, hein, quand vous allez dire que votre enfant, vous soupçonnez une précocité, il va vous dire que non. Donc vraiment, faites vos recherches par vous-même et allez rencontrer des professionnels. Voilà. Je referai une vidéo véritablement sur toutes les caractéristiques en fait de l'enfance à haut potentiel, parce que il y a beaucoup à en dire, surtout par rapport aux préjugés, c'est-à-dire à tout ce que l'on croit. Voilà. Et c'est important de les énoncer pour que justement, une fois que tout ça est mis de côté, on puisse enfin regarder l'enfant précoce tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un enfant, quoi. C'est un enfant. Il a certaines caractéristiques et certaines intelligences, effectivement, mais ça reste un enfant, avec toutes les caractéristiques d'un enfant. Il est capable de vouloir connaître toutes les planètes, le nom des planètes, le nom des étoiles, la distance entre la Terre et la Lune. Et pour autant, il est capable aussi de passer 2 heures à creuser des sillons dans la Terre et à jouer avec des voitures et des camions de pompiers, quoi. Donc surtout, gardez à l'esprit que ça reste des enfants et c'est tant mieux. Voilà. Oui, voilà. Je vous remercie infiniment de suivre ces vidéos. Et puis, eh bien, je vous dis probablement donc à demain. Je ne sais pas encore sur quel thème, parce que je ne sais pas, est-ce que j'approfondis directement sur l'enfance? Est-ce que j'ai d'autres thèmes que j'ai envie d'aborder en fait avec vous? Euh, Posez-moi des questions, dites-moi de quoi vous avez envie que je vous parle en fait, parce que finalement, euh, je ne prends jamais autant de plaisir que quand c'est vous qui m'avez demandé quelque chose. Parce que là, au moins, je suis sûre que ça va vous convenir finalement. Voilà. Donc, posez-moi vos questions et j'y répondrai dans la mesure de mes compétences et de ce que je suis en capacité à vous donner. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, pour ceux que je connais déjà en vrai, quoi, j'espère vous revoir très vite. Parce que voilà, le temps passe et bah, vous me manquez. Voilà. Des gros bisous.